Vous avez tous été fascinés par l'époque du grand journalisme, des grands reporters. Eh bien, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir non pas une grande reporter, mais la fille d'un journaliste hyper connu, Murray Fromson. Donc, si ça vous parle, si vous avez envie d'en savoir plus sur cette histoire, une histoire passionnante de famille, de découverte, de pays. Alors, ça part en Russie, en Corée. On voyage beaucoup dans l'histoire de Aliza Bental. Restez avec nous, une franco-américaine. Enfin bref, elle a beaucoup voyagé. Je pense que son parcours va vous passionner, comme à moi d'ailleurs. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous. Aliza Bental, bonjour. Mon introduction est un peu longue parce que c'est tellement dense, il y a tellement de choses à dire. Vous m'avez un peu charmée, je dois vous dire, mais accueillie. Voilà, on va dire ça comme ça. 35 ans d'ALIA. Alors que rien ne vous prédisposait à monter en Israël, vous qui étiez américaine à la base. Oui, mais dans l'histoire, il y avait des choses qui m'ont poussée à venir ici. Ouais. Oui. Alors, j'ai dit franco-américaine, c'est pas vraiment vrai en fait. Francophile, vous n'avez pas la nationalité française, vous avez appris le français en Russie. Voilà, là, vous aviez 16 ans, 15 ans? Non, 10 ans. 10 ans, plus petite, pardon. Ok, donc ça vous a beaucoup plu et vous avez continué après, c'est pour ça que vous parlez très bien le français. Oui, pendant que mon père était reporter à Moscou, pendant une partie de ma vie, de l'âge de 9 ans et demi à presque 12 ans, on était presque 3 ans en Russie, à l'époque du début des détentes de Nixon. On habitait dans un bâtiment où il y avait effectivement des journalistes et des diplomates de tout le monde entier. Ma mère a sympathisé avec la femme du journaliste de l'agence France-Presse et 2 fois par semaine, et ça suffisait pas que j'apprenne le russe, j'ai appris aussi le français. Alors une vie un peu, vous m'avez dit en préparant l'émission, une vie de gitan, de nomade, parce que c'est vrai que vous êtes née aux États-Unis, vous êtes américaine, mais vous n'y avez pas beaucoup vécu en fait. Non, à l'âge de 3 ans, mon père et ma mère nous ont pris, moi et mon frère, en Asie, où on a vécu à Bangkok. Mon père était tout le temps au Vietnam, parce que sa tâche a toujours été reporter de guerre. Il a fait 14 guerres, et dont celui-là était au Vietnam. Très connu, votre papa. Enfin, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais il était vraiment là pour témoigner des grands changements de notre époque. Vous parlez du Vietnam, évidemment. 14 guerres, il a couvert cette terrible guerre du Vietnam. Il était au plus près de l'action, derrière la ligne de front, toujours. C'était sa spécificité, en fait. Derrière, des fois devant. On nous racontait, heureusement à l'époque il n'y avait pas de CNN, il n'y avait pas de satellite, donc on ne voyait pas et on ne savait pas. Et on a appris ça beaucoup d'années après seulement, parce qu'aussi on n'a jamais vu les reportages de mon père, que quand il y avait une ligne de combat, mon père n'était jamais derrière les soldats, il était toujours devant pour essayer d'attraper l'expression des soldats, pour essayer de comprendre ce que c'était vraiment la guerre. Et si quelqu'un prenait une balle, c'était toujours lui en premier. Donc il fallait qu'il court très rapidement. Comme il était petit, ça l'arrangeait. Donc vous étiez avec votre maman à Bangkok, basée là-bas, et puis lui, il sillonnait un peu la Corée, le Vietnam. Non, à l'époque, il a commencé sa carrière en tant que journaliste au Corée, en tant que militaire. Il était journaliste militaire au début, tout jeune. Il était d'abord militaire et après, par hasard, il a eu la chance de passer au journal parce qu'il avait un passé journalistique. Il est resté en Asie pendant 10 ans et après qu'il soit revenu aux États-Unis, il a rencontré ma mère au congrès démocrate c'est un film, votre vie est un film, voilà, vraiment. De Camelot. On s'appelait la famille de Camelot. Voilà, il a rencontré ma mère et puis quelques années après, il nous a ramenés en Asie. C'est là que vous étiez basé à Bangkok. On était basé à Bangkok et lui, il était tout le temps à Vietnam. Au Vietnam, il ne bougeait pas de Vietnam parce que la guerre a commencé vraiment, c'était en 65 jusqu'en 69. Et à l'époque, il y avait que des conseillers.
soi-disant. Et la guerre a vraiment s'est amplifiée pendant qu'il était là-bas. Il a vécu à Saigon, alors que nous, on était à Bangkok. Ma mère se faisait un ulpan de thaïlandais. Elle est devenue la rédactrice d'un journal en anglais à Bangkok. Et avec une autre dame. Elle a monté un centre communautaire. Voilà. Un centre communautaire juif à Rond-Plein. Voilà. C'est incroyable, 1965. À Bangkok, il y avait... c'était avant les crabades. Voilà. C'était au début d'une vraie communauté juive qui a commencé avec les militaires, avec les journalistes. Donc, il fallait un endroit pour prier, pour faire des fêtes, et elles ont vu ce besoin. La dame qui l'a fait avec elle vivait à Bangkok depuis des années. Elle était venue de Liban avec son mari, et ils ont fait ça ensemble. Et c'est comme ça qu'ils ont fait ça. Alors, ce qui est rigolo, vous l'avez dit rapidement, mais vos parents se sont rencontrés au Congrès démocrate pendant la fameuse élection de Kennedy. Voilà, ce qui a donné lieu à l'élection de Kennedy. Donc, en Californie, c'est un peu fou, quoi. Ils sont vraiment... C'est un couple qui est au cœur de l'histoire en permanence. Voilà, parce que là, on vous a parlé du Vietnam, évidemment, mais il y a eu d'autres époques. Il a aussi... Après l'Asie, il est revenu en 1969 à Chicago. Alors là, c'était une autre époque, autre mœurs. Il couvrait l'underground de cette époque et les mouvements contestataires pour la liberté, les mouvements anti-guerre, évidemment, Angela Davis, les Panthères Noirs, etc., etc. C'était son quotidien. Voilà. Tout le temps. C'était le vôtre aussi ou pas ? Oui, parce qu'il les amenait à la maison quand ils pouvaient. C'était des gens qui risquaient de sortir. C'était surtout des étudiants de la fac de l'époque. Il y avait des drôles d'heures parce que tout le monde filmait des choses intéressantes à la maison. J'avais de 6 à 9 ans. Mais surtout, ce qui était important à cette époque, et on passait de la guerre de Vietnam à l'anti-guerre, c'est qu'il... Et vous étiez dans une atmosphère de guerre lorsque vous arrivez à Chicago. Et à Chicago, il n'y a que des mouvements contre la guerre. Toutes mes photos étaient Peace and Love. J'étais toute petite. J'ai vu même la pièce Hair. À l'époque, quand c'était tout nu. Et c'était une atmosphère de hippie. De liberté. Mais en même temps, une atmosphère un peu dangereuse parce que Nixon n'était pas content du tout qu'on soit en contact avec des gens qui étaient anti-guerre, qui étaient pour lui anti-américains. Et donc, ils ont commencé à arrêter des journalistes qui étaient en contact avec ces organismes. Et mon père a vu que ça s'approchait à lui. Et il a fait appel aux journalistes de New York Times et Tony Lucas, et ils ont décidé ensemble. Mon père a dit, si on vient me demander mes sources, on me jette en prison, je ne donnerai pas, j'irai en prison. Donc je vais rester en prison si je ne les donne pas. Voilà, j'irai en prison. Donc il faut qu'on fasse quelque chose pour protéger les journalistes. Et ils ont créé une association qui s'appelle Reporters Committee for the Freedom of the Press, le comité des journalistes pour la liberté de la presse, qui va fêter ses 50 ans au mois de mai à New York, et qui donne du conseil juridique et aussi de l'aide aux familles. Et encore plus, aujourd'hui, ils sont vraiment au combat pour la liberté de la presse et d'expression aux États-Unis. Qu'est-ce que vous gardez de cette période, vous ? Beaucoup des expériences j'ai vécu l'histoire vraiment de près, vraiment au premier rang avec mon père. Énormément de fierté de lui, qui était un homme très très modeste, qui cherchait jamais les honneurs et la gloire, qui a filé quelques scoops pour faire des Pulitzer à ses copains, pour leur permettre d'obtenir ce fameux prix. Oui, des scoops surtout parce que pour lui le plus important a été que le public sache. Et s'il voyait que par le biais de la télé et la radio, il s'est trouvé au CBS News. Il n'y avait pas le temps. La télé, il y avait une demi-heure, 3/4 d'heure de télé, alors que les journaux pouvaient se permettre vraiment d'exprimer une situation, de connaître des personnages.
Et s'il voyait que ça sortait pas comme il fallait, il amenait ses copains avec lui dans beaucoup d'instances. Ils ont eu des prix après, donc voilà. Donc quand vous me dites Nixon, moi je pense au Watergate, on va pas en dire plus, mais bon, il n'était pas très loin. Il n'était pas loin. Il n'était pas loin de se retrouver face à face au gouvernement de Nixon de cette époque-là, surtout si on parle des papiers de Pentagone, du film The Post. Daniel Ellsberg. C'était plutôt mon père. C'était plutôt à découvrir des choses militaires qui pouvaient être un danger pour le public américain. Mm-hmm. Alors, après cette période, cette pause à Chicago, vous vous retrouvez, on va pas tout vous raconter, mais en 1972, vous avez 10 ans, vous nous l'avez dit, vous êtes à Moscou, vous et la famille, évidemment. Seule famille juive à l'époque, j'imagine. Dans la communauté diplomatique, oui. Oui. Après, il y en a quelques-uns qui nous ont rejoints, mais on était vraiment, et clairement, et sans gêne. On était une famille juive, on fêtait les fêtes. Donc, espionnés par le KGB, évidemment. Toujours. Surveillés, sous surveillance, 24/24 ? 24/24, bêtement, mais parce qu'on les a découverts rapidement à Moscou quand il fait moins 10 degrés et quand il y a un bruit de mouche ou de moustiques, on sait que ça vient pas des animaux. Et donc, moi et mon frère, on était petits, lui il avait 8 ans et demi, moi 10 ans, on cherchait dans l'appartement, on trouvait des magnétoscopes. Et à un moment, ma mère m'a retrouvée devant le mur en train de parler. Et elle m'a demandé qu'est-ce que je fais. J'ai dit, je donne des infos à Fred. Qui c'est Fred? Et j'ai dit, le KGB, quoi. J'ai pas dit le mot, mais j'ai fait un signe. Ceux qui nous surveillent. Et pourquoi? Parce qu'ils sont en train de nous chercher du matin au soir. Moi, je lui donne mon planning, comme ça, il n'a pas besoin de courir trop rapidement. Alors, on sourit, mais c'était quand même une période bien compliquée. Je crois que vous avez aussi, vous et votre père, vous avez fait une rencontre là-bas déterminante avec les Yakirs. Ouais. Genia Yakir qui on le voit sur la photo d'ailleurs. Voilà, à gauche de mon père, était un homme, un ingénieur, sans grande histoire apparemment, mais nous on connaissait rien du tout. Mes parents avaient décidé de ne pas contacter les Juifs d'Urs parce que c'était interdit. D'être en contact avec des citoyens russes sans permission par le KGB. Et donc, ma mère, par hasard, était dans une bibliothèque. Il y a un bonhomme qui est venu lui parler. Il a dit à Ivrevi, je suis un juif, vous. Elle était très, très choquée. Mais elle a dit, j'ai regardé dans ses yeux. Il avait des yeux bleus tellement gentils. C'est pas possible que ce soit un homme de KGB qui essaie de m'attraper. Elle parlait pas tellement le russe, lui non plus l'anglais. Ils ont traversé la rue à une galerie. Il s'avère qu'ils parlaient tous les deux l'allemand. Et là, il s'avère que c'était le fils du colonel Yakir et le neveu du général Yakir qui ont été assassinés par Staline pendant les purges dans les années 30. Leur mère avait été envoyée, la mère et la tante avaient été envoyées en Sibérie pendant 20 ans. Et son cousin Germain était juste en procès devant le cours de justice et mon père était là-bas, donc ma mère pour couvrir le procès. Voilà, lui il avait créé le Samizdat, c'était le journal interdit des dissidents, et mon père était là-bas pour couvrir le procès et ma mère finalement lui a eu un scoop parce que voilà, elle connaît le cousin Germain de celui qui est à l'intérieur avec lequel il n'a pas le droit de parler. Oui, parce que votre père ne pouvait pas parler à l'accusé, il pouvait juste suivre le procès simplement. Voilà. Alors, est née de cette rencontre une immense amitié qui, on peut le dire, qui vous a non seulement forgé, mais qui vous a aussi emmené en Israël. Oui, finalement, parce que on a fait tous les premières fêtes de cette famille avec eux. Ils avaient redécouvert leur lien avec Israël. C'est vous qui leur avez appris, en gros, comment on célèbre une fête juive, qu'est-ce que c'est que Shabbat, le judaïsme. Tout. Le seul lien qu'il y avait en 67, Genia a commencé à écouter le Voix d'Amérique, la radio, et il a entendu la guerre de 6 jours, donc il a commencé à s'intéresser. Mais à part ça, il n'y avait vraiment rien. Ils étaient coupés du monde. Coupés du monde. Et pendant cette année, on a fait Pessah avec tous les fêtes à leur maison. C'était très compliqué.
Mon frère et moi, on avait été dans une école russe pendant 6 mois, l'expérience de voir ce que c'est. C'était vraiment difficile. Et c'était avant la détente, c'était avant que Nixon arrive. Et donc, on avait des uniformes russes. Mes parents nous prenaient comme des gens pour cacher le fait que des gens d'étrangers arrivent. Et on allait à la maison chaque fois en parlant en russe entre nous deux. Pour laisser courir les soupçons. Voilà, pour que Fred il aille ailleurs. Et au bout d'un an, Genia nous a annoncé qu'ils avaient décidé de partir en Russie. Donc en Israël. Ils voulaient faire leur alliance suite à tout ce qu'ils avaient découvert sur eux-mêmes, sur leur histoire, etc. Ils voulaient partir en Israël. Ils ont mis 14 ans à sortir de Russie. Et ça a été un combat qui a été porté, vraiment porté devant le monde, on va dire, et par votre père, tout simplement. Ouais, mais mon père, un peu en discrétion, plutôt ma mère, a fait beaucoup de bruit. Mais dès qu'on soit revenu aux États-Unis, suite à un autre arrêt sur le chemin, mes parents ont fait adopter cette famille par plusieurs synagogues aux États-Unis. Et là, on avait une comité. Chaque fois que quelqu'un partait en Russie, on envoyait quelque chose pour les aider à les alimenter, parce que 14 ans quand même sans travail, c'est un peu dur. On peut dire que votre père, par ses articles, par ses témoignages et ses reportages, a ouvert les portes, a contribué à ouvrir les portes aux Juifs du RSS, notamment Ida Noudel, et puis un autre personnage très connu. Qui était très connu, qui était aussi en prison. C'est grâce à Genia qui nous a fait connaître son entourage, ses copains, que mes parents ont pu connaître d'autres personnes. Les Panov, les danseurs de ballet, et puis aussi des dissidents, des gens qui n'étaient pas juifs, Sakharov, Solzhenitsyn, mon père était tout le temps en contact avec eux. Et quand, après presque 3 ans, on a quitté la Russie, il fallait demander toujours la permission on appelait ça par le KGB, c'était le ministère d'Intérieur ou quoi. En général, ça prend des semaines pour recevoir la permission de partir, même en vacances. Mon père, il a eu en 2 jours. Il voulait juste qu'il s'en aille. Alors, est-ce que vous gardez quand même des souvenirs? C'est quand même incroyable. C'est quand même une enfance tout à fait particulière. Vous parliez avec le KGB, mais vous cherchiez aussi à les éviter. Lorsqu'ils vous suivaient, vous sauviez. Enfin bon, bref, c'était un film, quoi. Ouais, mais en tant qu'enfant, heureusement, et je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui comment on a réagi à ça avec... on a compris vraiment, mes parents nous ont dit, il faut garder des secrets, il faut pas dire. Mais parler avec des gestes dans la maison. Oui, à la maison, ma mère avait une sorte comment on appelle ça, un tableau avec un plastique où on écrivait dessus et puis on effaçait. Et elle nous disait soit avec ça ou soit avec des gestes, on va au cinéma, mais comme ça. Donc ça voulait dire Solzhenitsyn parce que c'était la barbe. La barbe. Ça, c'était Panov. Et donc il y avait des gestes. Genia jouait au tennis. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on avait quand même 10 ans, 8 ans et demi. Dès qu'il sortait de la maison pour aller voir le copain, pourquoi on n'a pas parlé entre nous? On savait qu'il fallait pas en parler. Donc on parlait pas du tout de tout ça. C'était complètement secret. Mais bon, je pense que vous pourriez écrire un livre de toutes ces farces que vous avez dû faire au KGB. Voilà, moi, ça me fait sourire. Je trouve ça... Nous, on revenait de l'école... Et le KGB nous suivait dans le bus et c'était clair que c'était du KGB. Même en été, ils étaient habillés genre les films des années 40 en espion avec le chapeau, avec le trench coat. Et nous, on les voyait de loin. Et je disais à mon frère, allez hop. Et on sautait du bus. Juste quand ils s'approchaient à nous, on rentrait dans le prochain. On les voyait en train de courir, mais ils n'arrivaient pas à nous attraper. On rentrait à la maison avec plein de tickets où on s'est servi parce qu'on sautait du bus au bus. Ma mère me dit, qu'est-ce que vous faites? Ah, ça va, on joue avec le KGB, ça va. Bon, alors après la Russie, évidemment, je pense que c'est une période qui a dû aussi beaucoup vous marquer. Vous retournez à Hong Kong. Voilà, 1 an, cette fois-ci. C'était la dernière année de la guerre du Vietnam. Oui. Mais c'était pas prévu d'être seulement 1 an. On devait rester... Pour mes parents, à l'éternité, ils voulaient rester en Asie, mais dès qu'on soit arrivé, c'était en 74, fin 74,
Il s'avère que c'était vraiment la dernière année de la guerre, et au Vietnam et au Cambodge. Et mon père n'était jamais à la maison. Il était soit au Cambodge, soit en Vietnam. Au Cambodge, du moment où il pouvait plus faire ses reportages parce qu'il était que à la télé et la radio, et la Khmer Rouge s'est approchée à Phnom Penh, il a dit à son copain du New York Times, Sid Sheinberg, qu'il voulait faire l'entretien avec lui après la guerre et qu'ils allaient se rencontrer à Bangkok. Lui, il est parti à Saigon, et donc quand on voit les photos des hélicoptères qui partent de l'ambassade américaine, mon père était dedans. Ils sont rencontrés avec son copain à Bangkok. Mon père l'a interviewé, et finalement c'est le journaliste qui a écrit le livre qui s'appelle La mort et la vie de Dith Pran, qui est devenu le film La Déchirure. Voilà. Ok. Donc, vraiment, bon, je vous dis, c'est un livre d'histoire, ça c'est sûr. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est votre point de vue à vous, parce que je crois que c'est la famille Akir qui vous a profondément marqué. Vous avez gardé ça en vous. Vous avez, après cette année passée à Hong Kong, vous êtes retourné aux États-Unis, en Californie, et là, vous avez commencé à vous rapprocher de la synagogue libérale, mais vous avez appris plein de choses. Non, pas mais enfin, je veux dire, vous avez appris plein de choses, vous avez voulu découvrir votre judaïsme. Mais quand on était en Russie, enfin, on a toujours eu le judaïsme avec nous. Même ma mère a insisté que ce soit avec nous partout. D'abord, elle a ouvert le centre communautaire avec sa copine en Bangkok. On était à Chicago, on allait au Sunday School pendant les 3 ans qu'on était là-bas. Ça m'a beaucoup imprégné, mais vraiment, c'était la Russie qui m'a touchée, parce que mon père nous expliquait, pas quand on était à l'appartement, mais quand on allait en voyage, tous les 3 mois, on sortait de la Russie pour respirer un petit peu, ce qui se passait. Pour lui, c'était l'histoire de sa vie. À part les guerres qu'il a couvertes, il a dit que l'expérience humaine, les droits de l'homme, avec Sakharov et avec Solzhenitsyn, et puis l'histoire des dissidents, pour lui, c'était vraiment l'histoire du siècle qu'il a pu couvrir. Et en plus, il était très, très touché par ça en tant que juif. Genia, le père de la famille Akir, et moi, on était très, très proches. Et quand j'avais 11 ans, un jour, il m'a dit, écoute, tu as toutes les capacités, toutes les possibilités d'aller découvrir ta judaïsme. Quand tu retournes aux États-Unis, tu me promets que tu le fais. Et quand tu seras plus âgé, tu pars en Israël. Voilà. Et vous l'avez fait? J'ai fait. Et ma mère, jusqu'à aujourd'hui, m'a dit, mais pourquoi tu l'as pris au sérieux autant? Ok, alors là, c'est fou quand même, parce que 18 ans, vous débarquez en Israël. Vous faites le séminaire Madrim Lechutz Laaretz. Voilà, c'était un endroit où beaucoup de belles personnalités sont passées. Et vous deviez vous occuper des Américains, mais quand on découvre que vous parlez français, et finalement... Ben oui, j'étais... Vous allez passer de l'autre côté. Voilà, j'ai attendu de l'âge de 18 ans pour partir en Israël. J'étais très, très impliquée dans le mouvement libéral. Et puis, j'étais une des madrichot, une des personnes très impliquées au mouvement, qui a été choisie, parce que les Américains... choisissent. Dans mon mouvement de jeunesse, on était 50 000. Ce sont des chiffres différents aux États-Unis. Donc, je suis arrivée, mais le premier soir, il y avait déjà les Français de Habonim, du Dror, du Bétar, Bnei Akiva, etc. Et ils m'ont découvert la première nuit. Et j'ai changé de drapeau, et je suis partie faire le parcours des Français pendant 7 ans. J'avais aussi un copain à l'époque, mais j'étais dans le Garin du Dror, le dernier Garin du Dror. Après, il y a eu une fusion entre le Dror et les Yehuda. Voilà. Et vous avez vécu dans le cadre de ce Garin au Moshav, au kibbutz Moshav Bessadeh. Moshav Bessadeh, pardon. Je n'y ai jamais été, ça s'entend. Ouais. Mais je sais qu'il y a beaucoup de Français qui ont été là-bas, et donc vous y êtes resté, alors là c'est incroyable, 27 ans.
27 ans. Donc là, oui. vous n'aviez plus la bougeotte, c'est terminé. Non. La bougeotte de vos parents ne vous a pas... Non, vous n'avez pas hérité. Non, j'ai hérité, je sais pas. Je l'ai peut-être dans le ventre, mais j'ai beaucoup voulu la stabilité toute ma vie, parce que j'ai adoré tout ce que j'ai vécu. Mais toute ma jeunesse, j'ai rêvé d'avoir un endroit stable où je pouvais faire connaissance avec des gens, où je pouvais vivre avec des gens. J'en reviens pas que j'ai passé quand même 27 ans au kibbutz. Maintenant, je me rends compte du temps. Parce que du moment où je suis revenue aux États-Unis à l'âge de 13 ans, déjà à l'âge de 16 ans, je voulais rebouger. Donc j'ai fait ça à l'âge de 18 ans, mais j'étais dans mon univers international différent. Et voilà, j'ai jamais voulu quitter. C'est une belle aventure humaine en même temps. Voilà. Le kibbutz, vous avez dû voir des gens très différents. Oui, très. Et puis surtout, j'étais avec mon garin, j'étais avec beaucoup de francophones. À l'époque, il y avait une quarantaine de personnes qui étaient du mouvement de jeunesse droit d'Afrique du Nord et de France. Et j'étais considérée parmi eux. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'anglophones à Machabé d'origine. Donc, je parlais le français. Au début, on m'a demandé de quelle région je venais parce que j'avais un drôle d'accent. Mais je disais un peu sud-ouest. Et puis, ils ont dit, OK, sud-ouest, mais d'où Bordeaux. J'ai dit, non, la Californie. Ouais, alors c'est vrai que dans le cadre de cette formation, hein, vous avez eu l'occasion d'aller en France aussi. Vous avez, dans les années 80, vous avez été à Paris, vous avez été dans le sud de la France, à Toulouse aussi, et vous avez déjà senti le vent tourner. Alors ça, c'est assez saisissant. Vous avez senti l'antisémitisme qui monte, de plus en plus de Maghrébins que vous ne connaissiez pas. Vous avez fait connaissance pour la première fois avec des gens d'Afrique du Nord, des Arabes. C'était un peu nouveau pour vous. Vous n'imaginiez pas la France comme ça? Pas du tout. Je suis venue en 78 en tant qu'au pair. J'avais 16 ans. Et c'était là la première rencontre. Je savais pas. Je connaissais vraiment à part ce couple. Je connaissais. C'était le même couple. Rien. C'était ce même couple de journalistes d'Agence France-Presse qui m'ont invité de m'occuper de leurs enfants. Je connaissais rien, mais j'étais un peu étonnée. Je connaissais pas le géopolitique ni le côté social de France. Et c'est surtout quand je suis venue en 82 en tant que Bogart Mahon, quelqu'un qui travaille au mouvement de jeunesse. Là, j'ai découvert des choses qui m'ont vraiment surpris. Je suis venue d'Israël, j'étais à l'université Tel Aviv. J'avais demandé au téléphone si je pouvais aller à la fac. Et on m'a... À Toulouse, hein, vous étiez. À Toulouse. Et on m'a dit, OK, pas de problème. Et du moment où je me suis pointée avec la feuille de l'université Tel Aviv, c'était plus OK. C'était plus possible. Vous n'avez pas pu étudier. Non. Et c'était à l'époque où Jean-Marie Le Pen commençait à 82-84. C'était aussi la période de Sabra et Shatila. Donc, c'était pas trop gai. Mais en tant que quelqu'un qui venait de l'étranger, j'étais pas impliquée. Vous aviez du recul, forcément. Et donc, j'ai vu des choses qui me semblaient assez drôles. Et je regarde depuis cette époque-là. Et quand j'ai remarqué, on me dit que j'étais hystérique, je suis israélienne, je suis américaine, je comprends pas. Mais malheureusement, des choses n'ont pas abouti autrement. Vous voyez déjà cette dégradation du climat, l'antisémitisme monter. Ouais, vous pensiez que c'était inéluctable. Oui, mais aussi, je dois dire que les amis qu'on avait sont des catholiques. Et il y avait des drôles de choses que j'entendais à la maison par rapport aux juifs. C'est-à-dire, nous, on était quand même des amis. Mais il y avait des drôles de choses qu'on entendait dans les entourages. J'étais dans un petit village avec eux quand j'avais 16 ans. C'était bizarre. Et je ne connaissais pas ça aux États-Unis. On n'avait pas d'habitude du tout. En Russie, oui. En Russie, j'ai pris connaissance de mon judaïsme, justement, parce que vraiment, j'ai vu comment les Juifs qui étaient comme moi ont été traités que parce que Juifs. Et là, en France, j'ai trouvé ça un peu drôle que les Juifs ressentent ça aussi. Il y avait l'attaque sur Goldenberg. Ça avait choqué la communauté juive, mais moi encore plus, parce que je ne connaissais pas ça du tout. Donc, parler de l'attentat de Goldenberg de la rue des Rosiers, oui. qui a fait bien sûr
Beaucoup parlé à l'époque, c'était tout à fait impensable et pourtant, voilà. Donc bon, aujourd'hui malheureusement, ça s'est pas arrangé, ça ne s'est pas arrangé du tout. Tristement. Oui, triste. Alors, on va continuer parce qu'on n'est pas au bout de votre histoire. Mais bien sûr, vous avez fait plein de choses en Israël, évidemment. Le kibbutz, certes. Mais il y a quelques années, vous avez quitté le kibbutz. Et alors que vous avez travaillé pendant 15 ans à l'université de Ben Gurion en tant que fundraising, on peut dire ça comme ça. Voilà, vous récoltiez des fonds, vous étiez aux relations publiques, en fait, pour faire connaître l'université. J'étais assistante exécutive auprès du président de l'université qui aujourd'hui est à la retraite, mais il est devenu entre-temps membre du Knesset, Avishai Braverman, et ensuite la première présidente femme israélienne dans une université, Rivka Karmi, et c'était fascinant. On venait au travail tout le temps avec une ambition de faire connaître l'université, Israël, le Negev. Vous avez aimé le Negev, le sud? Beaucoup, énormément. Ouais. J'en suis folle. Et les gens, ils en ont ras-le-bol de m'entendre, mais j'adore. Ça me manque beaucoup. Vraiment, pas seulement le paysage. J'adore le paysage aussi. Il y a des gens qui me croient folle. Mais j'adore aussi l'esprit du Negev parce que vraiment, il y a une ambiance pionnière. On a l'impression tous les jours de se lever et faire quelque chose pour ce pays. Il manque... Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. C'est le seul endroit, vous pensez, du pays qui est resté un peu... comme ça, avec cet esprit pionnier? Je pense que oui. Enfin, peut-être dans le Nord, je connais pas suffisamment. Du moment où on sort d'une ambiance un petit peu cynique à Tel Aviv, quand même, on retrouve un besoin de remplir, de faire des choses autrement. Et Beersheba, vraiment, a besoin d'avancer, de développer. Il y a un maire formidable, Rubika Danilovic, et les présidents d'université qui ont vraiment pris la ville en main. Puisque quand j'étais étudiante, j'ai étudié aussi à la fac, j'ai fait mes études en assistance sociale en hébreu. Comme on dit, j'ai cassé mes dents sur l'hébreu. C'était dur? Très. Enfin, heureusement, je suis américaine, donc toute la lecture était en anglais. C'était plus facile. Mais j'étais à la fac quand il y avait 5700 étudiants. On était très, très petits. J'étais la seule américaine dans les études primaires à la fac. J'étais un peu perdue. Je venais de faire mon alliage seulement quelques années avant. Mais tout de suite, j'ai ressenti l'esprit à la fac qui est formidable, qui était vraiment non seulement d'enseigner et de faire la recherche, mais aussi de s'impliquer dans la communauté et dans la région et de faire en sorte à ce que ce qu'on enseigne et ce qu'on fait, la recherche qu'on fait, puisse aider et la communauté et le pays et le monde. Donc, on était inspirés tous les matins. Et je suis toujours, chaque fois que je vois quelque chose de la fac, je saute, je suis fière. Voilà. C'est décidément, vous avez un fil rouge avec votre père parce que, alors c'est vrai, vous n'avez pas été journaliste, quoique, on va y revenir, mais vous avez, vous aussi, développé, comme lui, un amour de l'enseignement, de la transmission, qui lui aussi, il a fini sa carrière à la fac, parce qu'il était prof de journalisme. Mais finalement, il a partagé sa vie professionnelle parce que 25 ans, il était sur le terrain. Ouais. Et puis, quand il a quitté parce qu'il trouvait que ça devenait trop du bling-bling, trop d'argent, trop de personnalité et pas assez de reportages, il est parti à la fac et il est devenu non seulement prof, mais aussi directeur de l'école de journalisme à l'école Annenberg de l'Université de Californie du Sud. Il a passé 25 ans à la fac. Il a quitté seulement parce qu'il trouvait qu'il y avait trop d'écart entre lui et les étudiants. Il avait 78 ans. Ouais, il était... et qu'il n'avait plus la patience d'entendre. Mais j'ai pas vécu à cette époque-là. C'était un peu trop dur. Voilà. Ouais. Donc, mais il a ressenti le feedback. Il a ressenti plus la possibilité d'apprendre à ceux qui l'enseignaient son expérience et aussi peut-être les guider à faire des choses que lui, il n'avait pas fait. Une des choses les plus importantes, c'était les langues.
Parce que pas comme moi et ma mère et mon frère aujourd'hui, mon père ne parlait aucune autre langue que l'anglais. Donc il était totalement dépendant des traducteurs. Et ça, c'est une des choses primordiales qu'il a essayé de faire entrer dans le curriculum de la fac, d'apprendre une autre langue. Et aussi, il poussait beaucoup de femmes à entrer dans le journalisme parce qu'il trouvait que les femmes ont beaucoup de plus d'histoires et capacité de raconter des histoires humaines que les hommes. Pas mal. Alors justement, il faut croire que vous avez pris le conseil de votre père à la lettre, parce que après tout ça, aujourd'hui, vous collaborez à réaliser des films, tout simplement. Alors vous faites les enquêtes, je sais pas, vous allez nous raconter tout ce que vous avez fait, mais c'est vrai que récemment, on a beaucoup entendu parler de vous et de Vic de Mayo pour un film Cherbourg Haïfa, une histoire de vedette. Ouais. C'est votre dernier. Ouais. Et moi, je suis responsable, il faut préciser, je suis responsable de la production en dehors de la France quand c'est aux États-Unis ou en Israël. On a fait 7 projets jusqu'à maintenant ensemble. Et ce projet-là, j'ai reçu des infos de France. En général, ça démarre de Vic, qui lui, en général, lui aussi le producteur, mais cette fois-ci, il était le metteur en scène, le réalisateur. Et j'ai fait la recherche, les enquêtes avec des personnages, et j'ai trouvé d'autres. Et sur le plateau, c'est moi qui fais les entretiens dans la langue maternelle. Et puis après, j'aide. Finalement, vous revenez à la case départ. Voilà. Voilà. Et aux États-Unis, pareil, on a fait plusieurs films aux États-Unis où mon père, avant qu'il a eu l'Alzheimer's, avant de nous quitter, a su que vous faisiez les enquêtes. Il a su, et ça l'a fait beaucoup rire, mais il était très content aussi que je l'ai fait. C'est sûr. Alors, on pourrait rester avec vous encore très longtemps, mais j'aimerais juste vous demander si vous n'avez jamais regretté votre choix d'être venu en Israël ou si ça a boosté votre vie. Jamais. Je ne peux pas être à l'étranger plus de 2 semaines sans sortir mes cheveux. J'apprécie beaucoup, j'aime bien voyager, mais j'ai besoin d'être j'ai besoin d'être en Israël, j'ai besoin de ressentir des choses, même si des fois je peux devenir dingue avec la politique ou avec des problèmes sociaux. C'est chez moi, c'est à moi, et heureusement non seulement je suis ici, mais la famille Yakir aussi était là depuis 25 ans maintenant. Vous êtes toujours en contact, évidemment. Toujours en contact. J'étais à l'aéroport quand ils sont arrivés. Le fils, Sacha, avait été été mis en prison dans le même cellule que sa grand-mère en Sibérie. Et pour le sortir, j'avais proposé de me marier avec lui en tant qu'Israélienne et américaine pour lui donner la possibilité par proxy de sortir. Finalement, Tchernenko, qui avait amené beaucoup de jeunes juifs en prison, est mort. Et on l'a relâché, et puis ils ont décidé de lâcher la famille, venir en Israël. Et j'étais à l'aéroport avec ma châle de babouchka, en train de les attendre et les accueillir, les mettre dans un ulpan. Ça, c'est vraiment votre lien. Voilà. Bon, en tout cas, merci vraiment pour ce partage d'expérience. C'est un plaisir de m'entretenir avec vous. Je vous souhaite encore de faire plein de films. Un très beau sur votre père, pourquoi pas? Peut-être. Ce serait sympa. Peut-être. Lui, heureusement, on a des entretiens qu'on a fait avec lui, donc peut-être on fera quelque chose. Mais oui, c'était une belle vie et je suis très heureuse d'avoir passé par là avec lui. Ok, merci beaucoup. Merci à bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.